Les jours ont passé. 2, 3, je crois, si bien que nous sommes, je ne sais plus moi, soit le mardi 2, soit le mercredi 3 août. J'ai commencé ma nouvelle vie, faite de solitude et de silence. En fait, pas tout à fait. De temps en temps, à l'autre bout de l'étang, je vois un homme qui marche vers le village et en revient quelques heures plus tard. Il marche d'un pas décidé, il doit être jeune, un petit sac à dos sur lui. Il m'intrigue. Que peut-il faire dans ce coin perdu? Je suis allé à sa rencontre un soir alors qu'il revenait du village. Il a paru surpris, voire inquiet, au tout début, mais voyant mon accoutrement de citadin goguenard, a dû se dire que je ne devais pas être bien dangereux. Il m'a fait un signe amical de la main, répondant à celui que je venais de lui faire, et poursuivit son chemin. Demain, si je le vois, je discuterai un peu avec lui. Le lendemain, je l'aperçois de très loin et lui fais un grand signe de mes bras. Il y répond vaguement. Et le soir, c'est lui qui m'a approché. Il s'appelle Adolfo. Il doit avoir la trentaine. Il voulait savoir où j'habitais et ce que je faisais ici. Je lui ai dit que je prenais des vacances chaque année au bord de l'étang et qu'il avait sans doute dû me voir l'année dernière. Il m'a regardé, il m'a dit que oui, il m'avait vu pêcher dans l'étang et que lui, il vivait toute l'année ici. Il a grillé une cigarette et puis il est parti. C'est pas un rigolo, le Adolfo. Alors les jours continuent à passer dans l'indolence et la chaleur de l'été. Quelquefois, je croise Adolfo. Un soir, je lui propose de venir au cabanon. Il n'a plus l'air surpris de me voir vivre là, tout seul, un vacancier en goguette. Voilà ce que je dois être pour lui, en fait. On s'assoit au bord de l'étang avec un bol de café dans les mains. Américain, le café. Hein. Il a un goût dégoûtant, il est transparent, mais voilà, c'est un café de l'amitié, quoi. Un café qui réchauffe les mains, et c'est déjà ça. Adolfo a une origine étrangère, hein, comme son nom l'indique. Ses parents italiens avaient tenté l'émigration vers la France, mais peine perdue sont revenus en Calabre, à Cosenza, dans leur village d'origine, laissant Adolfo le cul entre deux chaises, entre deux pays. Vivant en région parisienne, il a essayé de s'en sortir comme il pouvait, vivant la plupart du temps de petits boulots, de ce que l'on pourrait appeler des expédients. D'ailleurs, il s'est souvent senti comme expédié d'un travail précaire à un autre travail sans avenir. Et un jour, il en a eu assez, et il s'est lui-même expédié n'importe où. N'importe où, c'était ici, en plein milieu de la Brenne. Nulle part, en fait. Tu survis comment, Adolfo? Adolfo vit très proche de la nature. À pied ou avec sa bicyclette, il parcourt la campagne et offre sa force de travail comme le faisaient les journaliers d'autrefois. Il me dit que ses parents sont devenus eux aussi, à cause du chômage, des journaliers en Italie, bien loin d'ici. Journalier, c'est vivre la nature au plus près, c'est peler de froid, des premières fraîcheurs de septembre au vent glacé d'avril. C'est réapprendre ce qu'est le verglas et les plaques de glace en hiver sur les chemins, comme sur les routes. C'est être traversé de part en part par des vents qui figent tout. C'est ne pas oser sortir de sous un édredon, car au fond du lit, on voit du givre collé aux fenêtres et de la buée qui sort en fumée de la bouche, avec en litanie cette question glaciale de savoir comment on va pouvoir se laver le minois et le reste, tant le froid vous crispe le corps et l'âme. Vivre proche de la nature, c'est également, au début de l'été, être en alerte de tous les parfums d'arbres et d'eau. Les premières saveurs d'une violette que l'on mâche et des pêches qui coulent à plein sucre. C'est marcher le long des glouglous de la rivière et s'émerveiller de tous les oiseaux qui zigzaguent juste au-dessus, avec tout près des piaillements d'oisillons dans les bosquets. C'est comprendre ce que Van Gogh peignait, ces champs de blé qui bruissent et se penchent avec le vent, le vert tendre et ce jaune des blés avec toutes les nuances pastel de la terre. La vie éternelle, quoi. Éternelle. Il parle aussi bien souffrance que poésie, le Adolfo. Mais question boulot, aucune certitude, aucune protection. Adolfo a bien cherché, mais sans succès. Et la pauvreté, il connaît bien. Il s'en est fait une spécialité,
un fonds de commerce. C'est de ça qu'il survit depuis des années. Il est passé maître absolu dans le domaine. Diplômé en pauvreté. Voilà ce qu'il est. Et puis il continue, se moquant de lui-même. Alors que j'ai une maîtrise de mathématiques appliquées, Jussieu 2004. Waouh, du coup je réalise que ce jeune homme désœuvré, au sens propre du terme, ne pouvant réaliser d'œuvre, est aussi un homme au raisonnement aigu, un fin analyste et quelqu'un de doué, quoi. Il me parle de la pauvreté en me citant plein de chiffres et de statistiques, de mots complexes et d'abréviations obscures. En France, me dit-il, la pauvreté touche 8,5 millions de personnes, soit près de 14% de la population. Les chiffres me paraissent énormes. Une personne est considérée comme pauvre lorsque son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, soit 1 000 € par mois. Et sur les 8,5 millions de personnes, 4 millions touchent 10 types d'aides, appelées les minima sociaux. Là, il me cite plein d'abréviations. RSA, reçu par 2,5 millions de personnes. Allocation de solidarité pour les personnes âgées, ASPA. Allocation adulte handicapé, AAH. Allocation supplémentaire d'invalidité, ASI. Allocation de solidarité spécifique, ASS. Allocation veuvage, AV. Le revenu de solidarité outre-mer, RSO. La prime transitoire de solidarité, PTS. Le revenu de solidarité outre-mer, donc ça je l'ai dit, RSO. L'allocation temporaire d'attente, ATA. L'allocation pour demandeurs d'asile, ADA. Enfin, il y en a plein, quoi. Non seulement le système est très compliqué, voire illisible, et très coûteux. En France, l'ensemble de ces aides a coûté 25 milliards d'euros en 2015. Et en plus, on devrait dire en moins, il est inefficace. Les personnes ne sortent pas de la pauvreté. En effet, 40% des personnes touchant le RSA touchent cette aide depuis plus de 4 ans. Ils ne bougent pas, quoi. Pourtant, une grande majorité est aujourd'hui dans un processus d'insertion et souhaite pouvoir sortir de la pauvreté à court ou moyen terme. Alors que faut-il faire, je demande à Adolfo. Il faut continuer à aider, et notamment les jeunes, comme moi, et pas uniquement ceux qui sont dans la précarité. Il faut aider tous les jeunes. Aider les jeunes pour la France, ce ne serait pas de l'assistanat, ce serait un investissement pour le futur. Oui, Adolfo, oui, mais sois plus précis. Comment? En fait, dit Adolfo, il faut voir large. Plutôt que d'offrir à une catégorie de Français des aides illisibles, coûteuses, inefficaces, il faut proposer un revenu universel pour tous. Pour tous. Cela signifie sans condition de revenu, d'âge, de milieu social, pour tous les Français. Bon, moi je trouve qu'il commence à déconner, le Adolfo. C'est sans doute un hippie attardé. Enfin bon, il poursuit. Cela signifie que les chômeurs reçoivent ce revenu, tout comme ceux qui ont un travail. Cela signifie qu'un bébé reçoit ce revenu, tout comme un vieillard. Une femme au foyer, tout comme son mari qui travaille. Un travailleur, tout comme un président de banque. 600 € par mois. Des calculs et simulations ont été faits, c'est le tarif. Cela signifie qu'une famille avec 2 enfants reçoit 600 € multiplié par 4, ça fait 2400 € par mois de revenus. Il y va fort, le Alfonso, ce serait le rêve. Il poursuit. Le revenu universel, c'est d'abord la redistribution de la part de richesse nationale qui revient de droit aux citoyens. Passons sur le montant du revenu. Beaucoup de Français ont peur de ce revenu parce qu'ils craignent qu'il ne désincite au travail. La question est sérieuse et appelle 2 arguments. Là, le Adolfo, il commence vraiment à chercher à être convaincant. Le premier consiste évidemment à répéter que le revenu universel doit procéder d'une véritable solidarité en profitant à tout le monde et pas seulement à une minorité. Évidemment, il est toujours possible de discuter d'une modulation de son montant selon les situations des bénéficiaires au regard de l'emploi, mais cette modulation doit être marginale par rapport à son objet essentiel et principal.
L'autre argument porte sur les contreparties. La meilleure réponse qui puisse être apportée à la question est de préciser que le revenu universel doit être versé à pression fiscale constante. Autrement dit, le revenu universel ne peut venir en complément ou supplément des autres allocations, mais en remplacement. Au cœur de cette question se pose évidemment le problème de la protection sociale. Le revenu universel ne doit venir en plus de la rémunération différée versée par la sécurité sociale, mais en remplacement de celle-ci. Ouais, le revenu universel remplace finalement la sécurité sociale. Sur ce point, la mécanique pourrait être très simple. Le revenu universel remplacerait les cotisations sociales et permettrait à chaque Français de s'assurer au niveau de son choix auprès d'un opérateur qui lui apporterait les garanties dont il a besoin. Donc en fait, on reçoit de l'argent chaque mois et avec cet argent, on paye des mutuelles de telle sorte qu'on n'ait pas à payer les soins quand on est malade. Autrement dit, l'obligation de s'assurer socialement demeurerait, mais le revenu universel viendrait en remplacement du monopole de la sécurité sociale. Une mécanique de versement direct du revenu à des organismes assureurs peut même être retenue pour éviter l'insolvabilité des assurés. Il s'agit donc bien de responsabiliser chaque Français en les transformant en acteurs de leur propre protection sociale. La mise en place du revenu universel se ferait donc à niveau fiscal inchangé, mais instaurerait une véritable solidarité. Application pratique. Je suis marié avec 2 enfants et je paye autant d'impôts qu'avant, mais je reçois 2400 € de revenus en plus, ce que j'appelle le revenu universel. Libre à moi de dépenser tout ou partie de cette somme dans des loisirs, ou alors dans des activités très sérieuses, par exemple la formation, ou alors d'épargner tout ou partie de cette somme en prévision de dépenses futures, lors des jours difficiles, par exemple maladie, chômage et même retraite. En fait, je suis impressionné par l'argumentation d'Adolfo, bien que de nombreuses questions restent en suspens. Par exemple, comment faire évoluer les fonctionnaires de la sécurité sociale dont on aura peut-être moins besoin vers des jobs dans le privé. Si la sécurité sociale est reprise en main par les mutuelles, il y aura peut-être moins besoin de fonctionnaires. Comment également, un autre point important, comment financer les maladies longues et graves et puis quel sera le coût des nouvelles mutuelles? Tout ça, c'est des questions qui me trottent dans la tête. Adolfo reprend et conclut. Le revenu universel peut contribuer à débloquer la société française et à responsabiliser des citoyens de plus en plus anesthésiés par un État qui étouffe et qui est castrateur. Waouh! Un projet et une vision du futur comme ça, je n'en ai jamais entendu parler. Adolfo, un visionnaire de l'économie politique, on aura tout vu. En fait, ce serait une révolution. Bien sûr, je sais que l'on ne peut plus continuer comme avant. Je sais que la sécurité sociale est un véritable tonneau des Danaïdes financiers. Et en plus, puisqu'on en est aux allégories, un dédale kafkaïen en matière administrative. Tout le monde sait tout ça, tout le monde le sait. On le sait bien qu'il faut tout changer, mais comment faire? Qui va initier le mouvement? Qui sera le général de Gaulle, le Napoléon, le Victor Hugo de cet énorme chantier? Qui? Adolfo se lève, s'excuse auprès de moi d'avoir été aussi sérieux et me dit qu'il doit rentrer vite avant la nuit, qu'il lui reste encore quelques kilomètres à faire et son vélo à réparer pour le lendemain. Curieuse rencontre en fait, curieuse conversation, curieux bonhomme cet Adolfo. Et Olivier, soudain je pense à lui, il me manque cet Olivier. Qu'est-ce qu'il est devenu, mon pote Olivier, dont j'ai plus de nouvelles depuis plus d'un mois? J'espère qu'il ne s'est pas emberlificoté dans des événements politiques. Ça m'inquiète vraiment, ça. Pleine lune ce soir, c'est magnifique. Elle se reflète dans l'étang de couleur encre noire. Pas un souffle d'air. Il fait chaud. On entend les grillons qui grésillent tous leurs sous. De temps en temps, des carpes sautent et font claquer l'eau. Ça fait des millions d'années que c'est comme ça et j'adore. Cette nuit, je dormirai à la belle étoile.
Dormir à la belle étoile, c'est romantique et tout, mais seulement en théorie. Dans la réalité bien concrète, on se réveille malgré soi aux aurores, et là, il n'est pas tout à fait 6 heures de grand matin. Je suis perclus de douleurs dans le dos, car le sol est dur avec des cailloux partout, et avec une impression de saleté et de poids sur tout le corps. Dans ce paysage plein de génie, le soleil monte doucement vers le ciel, on entend la vie vibrionner sur l'étang, au bord de l'étang, dans l'étang, en fait partout. Toutes les senteurs du monde s'éveillent. Endolori de partout et la bouche pâteuse, j'essaye de ne pas me souvenir de la douceur de l'eau chaude d'une douche qui réchauffe et console et au parfum du savon. Ne pas penser à la serviette qui caresse et au peigne qui met de l'ordre dans tout ce petit bazar du matin. Parce qu'ici, la douche, ça n'existe pas, hélas. Ici, c'est à la dure, avec des habits qui vous collent à la peau, des cheveux qui grattent et la perspective d'un bol d'eau bouillante avec un arrière-goût de café qui vous donne envie de connaître tout, sauf ces matins pâteux. On reste immobile, assis, les jambes ballantes et le corps hébété, l'âme prostrée. Bien sûr, on peut être des milliers de fois plus malheureux. Après tout, ce n'est qu'un réveil au petit matin de nuit à la belle étoile. Mais malgré tout, on a la bouche pleine de gros mots, marmonnés tout bas. Ça y est, parce qu'il le faut bien, le corps est debout, je marche vers le cabanon, une nouvelle journée commence. J'irai me laver plus tard dans les temps. Il ne fait pas encore assez chaud. Je suis poisseux et j'aime pas. Le soleil a pris plus de hauteur dans le ciel, il est au quart de sa montée. Il fait plein jour maintenant, je me sens gonflé de liberté et de jeunesse, de savoir que cette journée m'est donnée, toute pleine de rien à faire et de tout à aimer. Avoir de l'électricité dans le cabanon est une véritable bénédiction. Je peux ainsi, si je le veux, avoir tout le confort du monde. J'ai de l'eau chaude. C'est presque le plus important. Je m'en asperge le visage et prends du temps à goûter les secondes qui passent. Il faudrait que j'aille également au village. Je n'ai plus rien à manger, ou plus exactement, je voudrais manger autre chose que des carpes, des gardons, des perches cuites à l'eau bouillante et sans sel. La matinée passe naturellement, au deuxième sens du mot. Je suis au milieu de la nature et rien ne se fait alentour qui puisse être artificiel. Je prends du temps pour me redonner un aspect civilisé. Je me suis débarbouillé dans l'eau boueuse de l'étang. Ça fait bizarre d'être tout nu dans 1,50 m d'eau au milieu des roseaux, tout en se frottant avec du savon. Je me suis rasé de près, et mon Dieu, comme on se sent propre après tout ça. Bien peigné, des vêtements de sidatin sur moi, bien ordonné, je devais avoir l'air d'un Parisien sortant du métro et allant à son travail. Et c'est ainsi que, d'un pas alerte, je suis parti pour le village. Ma blessure au genou avait totalement disparu et je marchais d'un pas de vacancier totalement insouciant, un gros cabas de plastique, en plastique à la main. Pas grand monde dans le village. Quelques cris d'enfants ici et là, un vélo qui passe. J'arrive au magasin, épicerie, café, bar, restaurant, marchand de journaux et refais le plein de victuailles. Pain, beurre, jambon, saucisson, fromage, quelques pommes, lait, des œufs et autres petites choses à grignoter. Tout comme il y a quelques jours à Saint-Gauthier, en fait. Avec en plus des rasoirs jetables, du sel, des piles, le journal et quelques hameçons. Il me reste environ 200 € en poche, de quoi tenir 2 mois, je pense. Alors la vie est belle. Je suis reconnu par le patron du magasin. L'année dernière, à plusieurs occasions, je m'étais occupé d'approvisionner le cabanon et il me dit « Alors, c'est à nouveau les vacances ?» Je lui réponds évasivement que oui. Il poursuit. « C'est pas beau ce qui se passe à Paris. » Alors moi, je regarde les grands titres sur les journaux. Dans un courrier adressé au préfet samedi, le ministre de l'Intérieur a rappelé la nécessité d'un service d'ordre structuré au sein des défilés et a insisté sur la nécessité d'un usage proportionné et légitime de la force. Ça continue à déconner à Paris et dans toute la France. Après les courses, je quitte le village et à mi-chemin de l'étang, je m'arrête pour lire consciencieusement le journal. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré par un article intitulé
Absentéisme dans les hôpitaux. L'hôpital public n'en finit pas de souffrir de l'absentéisme. Dans 22 établissements du territoire national, les personnels non médicaux ont cumulé au moins 30 jours d'arrêt. Maladies de courte durée et longue durée, et hors congé maternité. En 2014, d'après les... Non,